Alors, professeur Cohen, quel est votre retour d'expérience après ces mois intenses d'activité et de débat sur le sujet Covid et surtout de la vaccination? Bon, cette pandémie a bouleversé complètement nos vies. Ça, c'est clair, on ne vit pas de la même façon qu'on vivait avant et on ne voit pas tout à fait le retour à la normale dans un délai que l'on peut apprécier précisément. Mais elle a aussi complètement bouleversé la science. Jamais on a avancé aussi vite en termes de découverte scientifique, de rapidité de publication et de qualité de publication. Vraiment, là, c'était une guerre et souvent pendant les guerres, on améliore après la santé. Là, on est vraiment dans ce cadre-là. Une des difficultés qu'on a eues, c'est que ces dernières années, et à juste titre, nous voulions faire essentiellement une médecine fondée sur les preuves, évidence base médecine. Et des institutions comme l'HAS ou d'autres analysaient les études pour essayer de voir quel était le traitement, la stratégie la plus adaptée. Mais ça se fait à partir d'études publiées. Or, quand on est arrivé en début d'épidémie, ces études publiées, c'était difficile de faire d'évidence base médecine parce qu'il n'y avait pratiquement rien de publié à cette période-là. Et au fur et à mesure de l'épidémie, on a réussi à construire de l'évidence base médecine. Alors, quand on n'a pas une médecine fondée sur les preuves possibles, on est obligé de travailler sur des hypothèses, d'accord ? Et là, il y a eu un certain nombre de décisions qui se sont contredites, dans des délais extrêmement courts. Une position de l'HAS sur les tests, par exemple, le 1er octobre, 15 jours après, elle dit absolument le contraire. Donc peut-être qu'il fallait éviter de faire la première, parce qu'après, les gens n'arrivent pas à comprendre. Et en fait, ça invite à redonner du sens à la médecine. Et votre groupe active de pédiatres quand même très expérimentés en infectiologie et en vaccination ont été peut-être un peu plus avertis sur certaines questions qui se posaient en termes de débat scientifique. Oui, pour une raison simple, c'est que nos réseaux d'études étaient déjà en place. Donc, entre le début de la pandémie et le début de notre première étude, il y a eu 15 jours d'écart. C'est-à-dire, comme le réseau était déjà formé, comme les investigateurs étaient partout, comme on avait la structure à la fois scientifique, logistique, statistique pour faire des études, on a commencé des études dès le début de l'épidémie. Et comme en plus on avait eu une habitude de l'analyse critique des résultats, puisque on fait ça maintenant depuis plus de 20 ans, 25 ans, donc très 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 vite, on s'est mis d'une part à pouvoir produire des études et d'autre part à essayer de conduire une réflexion en fonction des données disponibles sur l'évolution de l'épidémie. Et je dois dire que on est de ceux qui se sont le moins trompés. Je pense que depuis le départ, il y a eu un certain nombre d'erreurs, mais qui étaient normales. Il ne faut pas... moi, j'ai souvent dit, mais en mars, on disait que les masques, ça ne sert à rien, et en mai, ça sert. Ce type d'erreur est tout à fait acceptable parce que on n'était pas dans de la médecine fondée sur les preuves et on était sur des hypothèses et ça. Donc, je ne reproche pas, moi, un certain nombre d'erreurs, entre guillemets, parce qu'au moment où elles étaient prises, c'était celles qu'il fallait prendre. Et puis après, la vérité est venue contredire les hypothèses et c'est comme ça que ça se passe. Mais je dois reconnaître qu'on s'est assez peu trompé sur l'épidémie, en particulier sur le diagnostic, parce que nous avions une grande expérience des tests de diagnostic rapide. Notre groupe utilise des tests de diagnostic rapide contre le streptoa, par exemple, depuis 1988. D'accord ? Des tests contre la grippe depuis 1995. Des tests de diagnostic rapide autres, comme la CRP ou comme d'autres tests, depuis les années 2000. Donc, nous avions l'habitude et l'expérience de ces tests, et en plus, comme les pédiatres sont extrêmement impliqués dans la vaccination, nous avions énormément de données. Nous avions créé déjà il y a 20 ans Infovac France, qui répond depuis à des questions sur la vaccination.
Alors, concernant justement plus particulièrement le bon usage du médicament et les effets indésirables ou la pharmacovigilance sur le Covid, quelle vision avez-vous avec un peu de recul sur ce qui a été... Alors, avec un peu de recul, de tout ça, il y a un effort considérable de la pharmacovigilance qui a été fait pour ces vaccins. Hein. Il faut bien s'imaginer que jamais on a été aussi vite, non seulement en développement des vaccins, mais dans de résultats de pharmacovigilance. Parce que quand un produit est mis sur le marché, hein, par exemple, si je prends les vaccins Covid, finalement les vaccins ARN, qui sont une avancée extraordinaire dans le domaine médical, finalement les premières études ont comporté 70 000, 75 000 personnes, dont la moitié étaient vaccinées, par un vaccin ARN, ce qui est beaucoup. Mais quand vous avez 35 000 vaccinés versus 35 000 non vaccinés, ça ne vous permet pas de dépister un effet indésirable au-delà de 1 sur 1000 ou 1 sur 1500. Or, les vaccins, on a besoin de bases statistiques beaucoup plus solides pour être rassurés. Par exemple, les complications qui apparaissent comme le plus évidentes liées au vaccin, qui sont par exemple les thromboses atypiques pour les vaccins sur adénovirus et les myocardites, péricardites pour les vaccins ARN messagers, leur incidence est largement inférieure à 1 sur 10 000. Donc ces études pré-AMM ne permettent pas de les dépister. Donc il faut absolument une pharmacovigilance très vigilante et très réactive. C'est ce qui a été fait, et très vite, hein, quelques mois, quelques semaines après la mise sur le marché et la large utilisation de ces produits, on a su le lien avec les thromboses atypiques pour les vaccins et les virus, on a su le lien avec les myocardites, péricardites, grâce à cet effort de pharmacovigilance. Et cet effort de pharmacovigilance, il est mondial. Il faut bien se rendre compte, nous ne sommes pas tout seuls, loin de là. Hein, la France ne comporte que 65 ou 67 millions d'habitants, d'accord ? Et les vaccins, aujourd'hui, on est à 6 milliards de gens vaccinés. Donc si on veut avoir des résultats vite, il faut grouper les résultats pour avoir de vraies interprétations. D'accord. Alors, quelle est votre position sur un sujet qui est un peu éloigné du bon usage, mais qui est quand même lié? C'est justement la position anti-vax, notamment des soignants, qui est parfois difficile à gérer au plan politique. Alors, vous savez, les anti-vax, depuis des années, on est confronté à eux, mais je crois il y a 3 choses à distinguer. La majorité des gens, dans ce pays comme dans d'autres pays, fait confiance à la science et est pro-vaccinal. Et d'une année sur l'autre, et d'un pays sur l'autre, cette proportion, c'est 60 à 80% de la population qui fait confiance au vaccin et qui fait confiance aux recommandations, aux autorités, à leurs médecins, beaucoup à leurs médecins. Hein. Vraiment, c'est l'élément pivot du choix. Donc, si on arrive à convaincre les médecins, les patients suivent. Ça, c'est facile. Et puis, vous avez 2-3% qui sont des anti-vaccinales, des anti-vaccinaux vrais. Ceux-là, leurs chiffres ne bougent quasiment pas depuis des années et pratiquement constants d'un pays à l'autre. Ce qui change d'un pays à l'autre, ce sont les hésitants. C'est-à-dire les gens qui se posent des questions de temps en temps à raison, de temps en temps à tort, sur rarement l'efficacité des vaccins, ça arrive, mais surtout leur tolérance. Et c'est cela qu'il faut convaincre de la vaccination. Par exemple, quand on regarde aujourd'hui, on dit le personnel de santé n'a pas voulu se vacciner. Bon, c'est pas tout à fait vrai. Les médecins ont adhéré à la vaccination très rapidement. On peut dire qu'aujourd'hui, parmi les médecins, on est à 97, 98, 99% de gens vaccinés. Bon. Des professions qui étaient moins impliquées dans la vaccination et qui étaient plus réticentes, qui sont des personnels soignants aussi, étaient plus réticents parce que depuis des années, la vaccination grippe, ils n'en voulaient pas, etc. Bon. Et là, il a fallu les convaincre. Mais regardons le résultat aujourd'hui. Hein. Plus de 95% du personnel médical grâce à l'obligation, parce que l'obligation se justifie, parce que quand on se vaccine avec un vaccin comme les vaccins ARN, on le fait pour soi-même,
pour se protéger. À l'extrême, on a le droit de ne pas se protéger, d'accord? Mais on le fait aussi parce qu'on soigne des gens. On n'a pas le droit de donner cette maladie à quelqu'un qu'on soigne. Et c'est cet effet de groupe. Or, pour le personnel de santé, l'obligation a du sens pour ça. C'est-à-dire, vous vous occupez de gens, on sait que le masque c'est bien, mais que ça suffit pas, on sait que le distancement c'est bien, mais ça suffit pas, on sait que l'hygiène des mains est importante, ça suffit pas, et on sait que l'aération des pièces est importante, mais ça suffit pas. Donc, nous, il faut qu'on ait tout. Il faut qu'on ait la vaccination, le port du masque, l'hygiène des mains, etc. Donc c'est la protection de nos patients, et ça, il y a déjà plusieurs vaccins qui étaient obligatoires pour le personnel médical. Celui-là est en plus. Le résultat a été excellent. L'obligation vaccinale, les décisions prises en juillet par le président ont fait qu'on était d'un des pays les moins bien vaccinés à aujourd'hui un des pays les mieux vaccinés du monde, avec cette combinaison qui était l'obligation vaccinale des soignants et des gens qui sont en contact de sujets fragiles, et puis le pass sanitaire qui permet le retour à une vie qui se rapproche plus de la vie d'avant. Donc on pourra prendre tremplin sur ce succès pour justement les batailles futures des plans vaccinaux. On aura oublié le fake news de l'hépatite B. Moi je crois que le succès aujourd'hui de la campagne vaccinale, elle n'est pas encore finie. Hein. Il y a d'autres variants qui vont arriver, il y a peut-être d'autres vagues épidémiques qu'on espère beaucoup moins fortes que celles qu'on a eues précédemment. Hein. Si ce succès de la vaccination se confirme, parce qu'on est en pleine lune de miel aujourd'hui, hein, le nombre de patients en réanimation hospitalisés diminue, on est à moins de 5000 cas par jour pour un pays de 67 millions d'habitants, donc c'est très peu, d'accord? Si ça confirme, ça confirmera bien qu'on ne peut pas bien contrôler une maladie infectieuse sans vaccination. Et je pense que ça renforcera à un moment l'idée de la vaccination, et ça diminuera ces gens qui sont dans l'hésitation vaccinale. Les anti-vax vrais, on ne les convaincra jamais. Hein, donc on n'essaye même pas de les convaincre. C'est des mouvements qui sont plutôt sectaires. Hein, je ne sais pas moi qui le dis. Hein, faut voir ce que rapportent sur eux les organes officiels qui s'occupent des sectes, pour savoir que c'est beaucoup de mouvements sectaires. Professeur Cohen, merci beaucoup.